Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler, dans le contexte des élections législatives et bien au-delà, des défis que la France doit relever pour elle-même et dans le monde. Pour commencer, je vous dirai que ce soir, il y a garden party à Matignon, à l'occasion du départ de Jean Castex. C'est ce qu'on appelle un service Élysée, c'est-à-dire que chacun va au buffet et ensuite on se répartit par petites tables. C'est une sorte d'image de la décomposition des choses dans notre pays. C'est symbolique de la fin d'un temps. On dit que maintenant on rentre dans le lourd avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Est-ce que tout cela a une grande importance? Non, certainement pas. Car ce qui est important, c'est que les deux sujets fondamentaux, les deux sujets aujourd'hui essentiels, ne sont pas traités, je dirais, dans leurs aspects les plus fondamentaux. Il s'agit premièrement, bien entendu, de la dislocation économique qui produit l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, la pénurie alimentaire, la pénurie industrielle qui se prépare et qui a déjà commencé. Vous savez que le prix des nouilles, pour prendre un exemple, a augmenté déjà de 25%, et que le gasoil, le diesel, est à 1,90 €, un peu au-delà, et va bientôt atteindre 2 euros. Le deuxième sujet fondamental, c'est la guerre, bien sûr, avec un risque devenu possible, peut-être pas probable, mais possible, d'un conflit nucléaire. Et surtout, là, beaucoup plus sûrement, d'un partage du monde, si les choses continuent comme elles vont, d'un partage du monde entre l'Occident et le reste du monde, ce qu'on appelle aux États-Unis « the West against the rest ». Alors, évidemment, on a nos dirigeants dans cela, nos dirigeants des pays occidentaux, qui sont soit soumis au monde de l'argent, soit défaillants. Alors, une oligarchie financière dans ce contexte est engagée à humilier la Russie et les Russes. Elle parle désormais non pas de défendre l'Ukraine, mais d'une victoire en Ukraine contre la Russie et aboutissant, si possible, au départ de Poutine et ensuite de Xi Jinping en Chine. Alors, c'est un pari sur la guerre qui est fait, et auquel les dirigeants, qui est fait essentiellement par les élites américaines, Lloyd Austin, le ministre de la Défense, Nancy Pelosi, Biden, Blixen, l'ont tous dit. Et les Européens se sont soumis. Alors, cette oligarchie financière qui contrôle les Biden, les Blixen, les Lloyd Austin, bien sûr, directement ou indirectement, c'est le monde de la City et de Wall Street, cette oligarchie financière parie donc bien sur la guerre, envisageant le retour ou le recours, plutôt aujourd'hui, aux armes nucléaires tactiques. Les Russes, d'ailleurs, de leur côté, en ont aussi. Donc on voit se rapprocher, de ce point de vue, la possibilité, et j'espère qu'elle ne se produira pas, qu'assez de raisons pourra se maintenir ou se développer pour que cela ne soit pas. Mais le danger, aujourd'hui, est celui d'une crise des missiles de Cuba à l'envers. Cette fois-ci, le déploiement des forces américaines aux frontières de la Russie, les Russes réagissant en Ukraine, et le risque d'une guerre où ce que le général de Gaulle appelait l'escalade nucléaire, qui était le principal danger de notre temps, risque de se produire, et les déclarations des uns et des autres ne sont pas rassurantes. Alors, pendant ce temps, que se passe-t-il en France? Le régime des partis est devenu chez nous comme une sorte de carrousel tournant dans une fête des fous. Fête des fous parce que, pour utiliser les termes de Jean Jaurès, ce sont des gens qui ont perdu le sens de la réalité du monde sensible. Et ces fous nous mettent dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce soir, je vais vous parler brièvement de la situation économique réelle, pour vous bien montrer dans quel contexte se déroulent ces législatives. Le contexte, c'est par exemple la hausse des taux d'intérêt.
hausse des taux d'intérêt de 0,5% aux États-Unis, de la Réserve fédérale. C'est, dit-on, pour contenir ou empêcher l'inflation. C'est absolument faux. Parce que aujourd'hui, l'inflation vient du fait qu'il y a une hausse de la monnaie qui circule face à une hausse tout à fait insuffisante et même un recul de la production. Donc évidemment, les prix montent. Et chacun pensant que les prix monteront plus à l'avenir, évidemment, accapare les biens qui aujourd'hui, pense-t-il, ont un prix plus bas qu'ils n'auront demain. Alors, il y a un effet produit tout de même de cette inflation. Ce qu'elle fait, c'est que face à cette hausse des taux d'intérêt, on aboutit en même temps à l'inflation et en même temps à une absence de croissance. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat et la croissance sont empêchés par cette hausse de taux d'intérêt qui, elle, n'est pas susceptible de combattre l'inflation. Alors, l'inflation aux États-Unis, 8,3% en avril, 8,5% en mars. On a un taux d'inflation très élevé, c'est le plus haut depuis 40 ans. Alors que le produit national brut ne s'accroît que de 1,4%. Donc, il y a de plus en plus de monnaie, de plus en plus d'inflation, de ce qui circule, par rapport à de moins en moins de substances productives réelles. Alors en France, on a seulement 4,8% d'inflation. C'est une inflation moins forte. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a stagnation du produit intérieur brut. Au premier trimestre 2022, c'est 0,0%. Et encore, c'est calculé de façon plutôt optimiste. Et que de plus, les critères retenus pour mesurer l'inflation sont volontairement, disons, en dehors de la réalité. Prenons simplement l'exemple du logement. Le logement est comptabilisé par l'indice des prix à la consommation de l'Institut national des statistiques et des études, est comptabilisé à 6%. Alors que dans le budget des ménages, c'est en moyenne 25%, et que pour les moins riches d'entre nous, ou les pauvres, ou ceux qui sont en difficulté, cela tend à être 40%. Alors pourquoi fait-on ainsi ? Parce qu'on dit que la hausse des prix des mensualités qu'on doit payer ou des loyers, les mensualités de crédit, n'est pas comptabilisée directement dans les statistiques parce qu'on considère que le remboursement du capital emprunté n'entre pas dans la mesure du pouvoir d'achat. Donc voilà, on fausse volontairement en réalité les statistiques en prétendant que les loyers, c'est une charge qui n'est pas directement prise en compte, et de plus, encore davantage, n'est pas prise en compte au niveau où elle pèse, et que les versements pour acquérir un logement, eh bien, eux ne sont pas pris en charge, car c'est la constitution, dit-on, d'un capital pour les gens et pour l'économie. Donc c'est un raisonnement absolument aberrant qui permet d'éliminer, évidemment, un des effets majeurs de la hausse des prix et de la hausse de l'inflation, qui est la hausse des mensualités à verser. On pourrait citer plusieurs exemples, tout le monde le sait, qui acquiert un logement, et la hausse, évidemment, des loyers. Alors, qu'arrive-t-il dans ce contexte ? Comme les États-Unis font une hausse plus grande des taux d'intérêt qu'ailleurs, l'argent va vers le dollar. Et on a une situation où, aux États-Unis, le dollar, la monnaie américaine, sa valeur s'accroît, alors que l'économie américaine, elle, ne s'accroît pas, et que le pouvoir d'achat des Américains, le pouvoir d'achat des salariés en particulier, recule. Donc on a cette extraordinaire situation d'une inflation sans hausse de la croissance et avec une baisse du pouvoir d'achat. Et la même chose se produit en Europe, puisqu'on est tout à fait soumis à ce modèle américain. Alors, on a dans cette situation l'argent qui va vers les États-Unis, parce que c'est là qu'est la puissance, et c'est là qu'est la force financière. Et dans ce contexte, évidemment, il y a une guerre des monnaies. L'euro
va tout doucement vers la parité avec le dollar, alors qu'il était à plus de 1,40 de dollars pour un euro. Maintenant, on est à 1,05 et la valeur de l'euro recule par rapport au dollar. Donc paradoxalement, ce dollar devient plus fort, alors que l'économie américaine ne l'est pas. Et en même temps, l'Europe est soumise plus directement à la crise, puisque nous sommes dépendants pour notre énergie de la Russie, pour le pétrole et pour le gaz, et aussi indirectement de l'Ukraine. Nous sommes vulnérables parce que nous sommes dépendants pour les métaux rares et les minerais. Nous sommes dépendants aussi dans le domaine alimentaire, en particulier pour les pâtes, parce que le blé qui constitue les pâtes vient de ces pays, la Russie et l'Ukraine. Nous n'en produisons pas assez, l'Italie encore moins. Donc voilà, on est dans cette situation de vulnérabilité. Et nous nous y trouvons, si rien n'est fait, pour une période qui deviendra à chaque fois plus difficile, pour des temps qui viendront à chaque fois plus difficiles. Alors, là, c'est là qu'on voit bien que la question fondamentale du chaos économique, directement liée à la situation de guerre, pas seulement en Ukraine, mais dans le monde. Pensons au Yémen, à la Syrie, pensons aux situations de tension dans le Proche et Moyen-Orient. Dans cette situation, la guerre, par rapport à la crise de l'économie mondialisée, est un accélérateur. Ce n'est pas directement la cause, mais c'est un accélérateur. Et on dirait plutôt que la crise de l'économie mondialisée entretient et produit la guerre parce qu'il n'est pas créé assez de moyens pour tous de vivre, donc on se dispute pour ces moyens qui sont bloqués ou qui tendent à se réduire. Et cela produit des conflits. Donc nous y voilà. Et évidemment, en France, il y a beaucoup de commentaires, mais très peu d'actions et très peu de projets. Et la réalité, c'est qu'au sein de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission, tient des propos comme ceux du ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, comme ceux de tous les responsables américains, disant qu'on mène une guerre avec l'Ukraine contre la Russie et qu'on doit gagner cette guerre contre la Russie, contre un pouvoir nucléaire. Et qui devrait parler? Pas elle, parce qu'elle n'est pas élue. Elle est présidente de la Commission, qui n'est pas du tout compétente dans le domaine militaire ou dans le domaine de la stratégie internationale. Alors le président du Conseil européen devrait parler, mais il ne parle pas. Et de plus, Emmanuel Macron a, dans son discours à Strasbourg, récent donc, il a dit qu'il espère qu'on changera les traités et que ce ne sera plus, pour certains sujets, à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Donc il est prêt à se soumettre dans des éléments fondamentaux à cette Europe, à cette Union européenne, qui n'est pas l'Europe véritablement, à cette Union européenne, qui est le relais de l'oligarchie financière américaine, il est prêt à se soumettre à ses décisions et à sa manière de faire. Et rappelons que c'est Emmanuel Macron qui a mis le pied à l'étrier à Ursula von der Leyen. C'est lui qui l'a soutenu à l'époque d'Angela Merkel. Donc, bref, la France se trouve de plus en plus otanisée et européisée dans un contexte où l'OTAN joue le rôle de chien de garde pour le système de Wall Street et de la City, et dans lequel l'Europe, l'Union européenne qui n'est pas l'Europe, est le relais de l'OTAN, et directement associé à l'OTAN. J'en ai parlé à plusieurs reprises et j'ai démontré, et tout le monde le sait en réalité, parmi les gens qui suivent ces questions. Alors, face à cela, la France est fracturée. J'ai ici, sous les yeux, un numéro de Marianne qui montre tous les éléments de cette fracture de façon un peu complaisante. Mais qu'est-ce qui manque? Ce qui manque dans cette France, c'est que une véritable volonté politique représente les intérêts fondamentaux de la nation et la souveraineté du peuple. C'est cela qui nous manque. Alors qu'avons-nous? Nous avons cette fameuse NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale d'abord. C'est le premier des 3 segments dans lesquels on est divisé politiquement. Alors c'est un accord, c'est un cartel électoral, avec Mélenchon candidat au poste de Premier ministre, ce qui est habile à court terme pour tenter de regrouper les gens, pour mobiliser les électeurs.
mais ce qui à long terme n'apparaît que comme un rafistolage et un fourre-tout dans son propre façon de s'exprimer, qu'on peut trouver comique, mais qui dit ce qu'elle veut dire. Les experts de Via Voice, l'Institut de sondage, disent « Cette union des gauches ne signe pas une synergie idéologique ». En clair, et cela montre que c'est un rafistolage, la signature des participants, pour des raisons électorales, pour tenter de garder leur poste ou d'en acquérir, a précédé la plateforme complète ou le projet de cette union. Alors il y a eu ce qu'on appelle des marqueurs programmatiques, mais qui n'engagent pas. Donc on a une union qui se révèle comme pleinement électorale et qui est d'inclination écologique, d'une écologie dévoyée, antinucléaire, ce qui est déjà une première chose, puisque le nucléaire est un de nos atouts face à cette crise de l'énergie, le nucléaire civil, bien entendu, et que, en même temps, cette NUPES est traitée, disons, de communautarisme, dans une France qui se communautarise. Et on l'a vu dans la façon, disons, où il y a pas une droite nationaliste qui se communautarise, il y a le salafisme qui se communautarise, et il y a la complaisance d'une partie des insoumis qui accepte cette communautarisation et qui l'a acceptée pour tenter d'avoir les voix de ceux qui se trouvent dans ce qu'on peut appeler le vote musulman. Donc tout cela est très dangereux et brise le sens de l'unité nationale. Ceux qui critiquent les insoumis, et cette NUPEX, donc, qui est leur produit, le critiquent tous pour de mauvaises raisons. C'est ça qui aggrave encore la situation. On voit Cohn-Bendit, Hollande et d'autres dire eh bien, ils sont trop anti-européens, ils se permettent d'évoquer une désobéissance vis-à-vis des textes européens qui seraient contraires à nos intérêts nationaux, cela ne se fait pas, l'Europe première, pas l'Europe, l'Union européenne, encore une fois, c'est l'Union européenne otanisée. Et ensuite, ces gens disent, oui, on ne peut pas sortir du commandement intégré de l'OTAN. Donc, pour toutes sortes de mauvaises raisons, ils attaquent ce accord électoral, NUPES, alors qu'il y en aurait de bonnes pour les critiquer. Le fait qu'ils soient distants de l'OTAN et distants de l'Union européenne serait en réalité plutôt positif dans ce sens. Alors la deuxième chose, c'est le machin présidentiel, qu'on appelle Ensemble, qu'on appelle Renaissance. Ce n'est en réalité pas grand-chose à part l'étiquette Macron. Et la photo dans laquelle on voit, la terrible photographie dans laquelle on voit Richard Ferrand, François Bayrou, Stanislas Guérini et Édouard Philippe, ensemble, lorsque cette coalition est annoncée, tirant, comme le dit le canard enchaîné, une gueule de 6 pieds de long. Donc on se tire dans les pattes les uns les autres, comme dans toutes ces coalitions qui émergent. Alors, la politique internationale, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la soumission à l'Europe et à l'OTAN. C'est même le vote à majorité qualifiée au sein de l'Union européenne que propose Macron. Et, disons, en ce qui concerne le renouvellement, dont Macron annonce à chaque présentation qu'il fait la nécessité et qu'il y est prêt à le faire, on voit rien, c'est comme ça, on ne voit rien venir. Rien. Alors, la troisième partie de ce contexte électoral, c'est le Rassemblement national, qui attaque davantage Mélenchon que Macron maintenant, parce qu'il espère lui prendre une partie de sa clientèle, et s'est incliné, Marine Le Pen s'est inclinée devant l'Union européenne et l'euro, tout en continuant, bien sûr, à se dire satisfaite, comme elle l'a fait, des 42% des voix qu'elle a obtenues au second tour de l'élection présidentielle. Alors, on ne voit là qu'une autre forme de division, et avec toute
l'héritage du Front National sur l'immigration, qui n'a aucun sens par rapport aux droits réels des travailleurs, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Ce qui importe, c'est le travail. Ce n'est pas l'origine, elle travaille pour la France. Alors, personne ne représente donc parmi ces groupes, ces trois groupes, ce qui doit être le bloc populaire, c'est-à-dire, je vais rassembler un rassemblement populaire face à la destruction sociale. Et c'est ça qui serait essentiel. Il serait composé de 10 à 15% des électeurs inscrits qui ont voté pour Emmanuel Macron, 10 à 15% de ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, à peu près 15 à 20% des abstentionnistes, et puis ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron malgré eux. Cela fait entre 50 et 60% des électeurs. Et cela fait les forces en France de gens qui sont ceux qui travaillent et ceux qui œuvrent à la construction de notre pays. Eh bien, cela devrait être uni. Mais du fait de leurs représentants, du fait de leur idéologie, ils ne le sont pas. Donc, c'est évidemment la question la plus grave aujourd'hui face à laquelle on se trouve. Et nous ferons tout de notre côté pour que se constitue, avec des visages nouveaux, des visages qui inspirent, un réel bloc populaire dans l'intérêt de cette majorité de Français et dans l'intérêt de la France. Alors, évidemment, ce n'est pas seulement nous qui le constatons. Il y a d'abord Jérôme Fourquet, qui est un des trois experts que je vais mentionner, qui sont les experts sans doute les plus compétents dans leur analyse. Ils se limitent à une analyse, mais leur analyse est compétente. Il nous dit « Le lieu où s'élabore la politique est profondément déconnecté du reste du pays ». C'est ce que je viens de vous dire dans les termes où Fourquet s'exprime. Puis, Jérôme Sainte-Marie, qui est le second, nous dit « L'électorat lepéniste est porteur d'une véritable identité sociale. On peut parler d'un vote de classe exactement comme c'est le cas pour le vote Macron. » Donc classe contre classe. Alors, c'est l'extrême droite qui représente ce vote populaire. Dans quel univers a-t-on pu rentrer? Et ce que nous dit maintenant Christophe Guillet est très intéressant, c'est qui vient de publier son dernier livre. Il nous dit « La diabolisation ne vise pas donc l'extrême droite, mais le diagnostic des classes populaires et les classes populaires elles-mêmes. » C'est-à-dire qui vise les électorats, en particulier de Marine Le Pen et de Mélenchon. Alors, ce qu'ajoute, et il dit le pourquoi Guilluy, il dit « Si comme le reste de la population, les catégories modestes baignent évidemment dans tous les travers de la société de consommation, ils restent attachés au bien commun, aux services publics et à leur mode de vie. Donc c'est cela que nous devons défendre par-delà les étiquettes partisanes. Et c'est à cela que nous devons donner la base d'une république souveraine et sociale. Alors, pour traiter de quelles questions qui touchent directement les Français, eh bien, il y a le logement, l'insuffisance du logement en France, avec des lieux d'habitation de plus en plus éloignés du travail et le prix de l'essence, faute de suffisamment de transports en commun, le prix de l'essence de plus en plus élevé et du diesel, pour aller de son lieu d'habitation, évidemment, à son lieu de travail. C'est ce que a soulevé le mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, nous sommes dans une situation qui est en réalité pire. Alors, nous aurons un président de la République qui risque d'avoir une majorité parlementaire, il faut le dire, face à un pays qui est dans disons les 2/3, opposé à lui, et opposé électoralement, qu'il a exprimé. Donc, je voulais dire cela par rapport au logement, et il faudrait faire des HLM réellement sociaux, et que le livret A soit de plus en plus, et comme il l'était auparavant, voué à construire ces logements sociaux, qui sont absolument indispensables dans notre pays. Le logement est un des problèmes les plus graves, et il était très peu traité dans cette campagne. Ensuite, c'est le manque de médecins. On manque de médecins partout, pas seulement à la campagne, aussi en ville. Et il faudrait recréer une possibilité pour ces médecins d'exercer leur métier
sans toute la paperasse qu'ils subissent, et à un tarif meilleur, à des honoraires meilleurs, et en même temps recréer un véritable hôpital public qui ne soit pas soumis à des flux tendus, pas soumis à des obligations financières, mais qui soit vraiment dans l'intérêt de ceux qui le constituent, c'est-à-dire le patient, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les aides-soignants. C'est à cela qu'il faut revenir et redonner priorité à cela. Il y a les lieux de travail dispersés. Les lieux de travail dispersés, évidemment, il y a moins de solidarité syndicale. Donc comment recréer cela? Je pense que les efforts qui ont été faits dans certains cas pour créer des centres de télétravail de gens qui ne s'occupent pas tous de la même chose, dont la plupart s'occupent de choses différentes, mais qui sont réunis pour faire leur télétravail ensemble, créent un nouveau lieu de solidarité. Il faut penser à cela, penser dans ce développement par rapport au futur. On ne peut pas dire le télétravail c'est mauvais, donc il ne faut pas le faire parce que ça laisse les gens à leur domicile. Non, il faut, dans le cadre du télétravail qui est nécessaire, faire que les gens puissent aller de leur domicile à des lieux où ils rencontrent d'autres personnes, d'autres gens qui travaillent. Enfin, il y a l'agriculture et l'industrie. Évidemment, il faut arrêter de les abandonner et il faut réorienter nos productions vers la qualité. Et si on la réoriente vers la qualité, nous pourrons exporter mieux. Et notre balance commerciale est dans un état pitoyable. On a 100 milliards de déficit, contrairement par exemple à l'Allemagne. Donc il faut protéger les producteurs et en même temps avoir des salaires élevés, parce que c'est des salaires élevés qui portent à faire des productions de qualité plus élevée. Cela prend un certain temps, mais il faut commencer très vite, et pas sombrer dans une politique où on s'incline devant la loi financière, comme EDF, ou la loi financière portée par l'Europe, où EDF admet qu'une partie de sa production, celle que permet le nucléaire, bénéficie à ceux qui la rachètent, des intérêts privés, qui ne sont pas des intérêts publics, et qui la revendent à un prix très supérieur. Donc, EDF y perd par rapport aux investissements publics qu'elle devrait faire pour reconstituer notre capacité de production énergétique, notamment dans le nucléaire. Il y a l'enseignement qui est en décomposition. On le voit dans la baisse du niveau en mathématiques, même parmi les gens, c'est la moyenne, et c'est une baisse terrible, où on est dans les derniers rangs en Europe occidentale. Mais même les meilleurs, qui étaient notre sujet de fierté, même les meilleurs voient leur niveau baisser. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de candidats pour être professeur de mathématiques. On prend des gens à 8 sur 20, à 9 sur 20, en dehors de la moyenne pour devenir professeur. Donc on a tout cela, et tout cela, ça ramène à un sujet, qui est la nature du travail. Il faut un véritable travail qui combine la recherche, la formation, le travail lui-même, et la qualité des produits, ce qui suppose la qualification des travailleurs. Et c'est cette France-là qu'on doit reconstruire si on veut s'opposer au monde dans lequel les menaces pèsent sur nous, les défis dont je parlais au départ. Alors, certains s'en aperçoivent et savent que dans le monde, je veux simplement faire une citation, Pierre Aski, qui n'est pas quelqu'un qui est en accord avec généralement nos orientations, mais Pierre Aski, dans l'Observateur donc, de cette semaine, dit « Pour empêcher que le monde se défasse, et il faut empêcher que le monde se défasse, il faut d'abord comprendre que ce monde nouveau dans lequel nous évoluons désormais, le risque est de recréer un bloc occidental comme si nous étions dans le monde d'avant, sans nous soucier des autres. Le temps de l'hégémonie est terminé et les Occidentaux doivent tendre la main au Sud global s'ils veulent que le monde de demain ne se construise pas contre eux. » Donc il y a une conscience, mais elle n'est pas exprimée sous forme de programme. Alors que faire? Que faire? Eh bien, voter pour solidarité et progrès à ces élections législatives, là où nous avons des candidats. Nous n'avons malheureusement qu'une dizaine, une douzaine en réalité, 12, faute de moyens, dans un système qui est fait tout entier pour favoriser les sortants, pour favoriser ceux qui sont en place, qui d'ailleurs se disputent dans les partis pour pouvoir rester en place ou acquérir quelques places supplémentaires qu'ils avaient auparavant, qu'ils ont perdues à la dernière élection. Donc il y a un petit monde de ce monde politique, de plus en plus éloigné, comme le dit
Jérôme Fourquet, de là où se trouve le peuple. Donc, vous avez des candidats qui sont ceux de Solidarité et Progrès, et aussi les candidats qui portent le label La raison du peuple. La raison du peuple, c'est notre label, celui de nous-mêmes, et de nos amis de République souveraine, ainsi que ceux des mouvements qui se joignent sous une charte à ce mouvement. Alors là se trouve l'inspiration pour le projet d'un bloc populaire réel dont je vous parlais. Je l'appellerai un nouvel édit de Nantes pour une république sociale et laïque, représentant la souveraineté du peuple et les intérêts fondamentaux de la nation. Je vais maintenant vous présenter les candidats que nous avons. Vous pourrez les voir. Ce sont des candidats qui sont, je vous en présente que quelques-uns, mais c'est pour donner une image, à La Roche-sur-Yon, à Bordeaux, et aussi notre youtubeur, notre blogueur, Benoît, qui se présente contre Cédric Villani. Donc les voilà. Cela vous donne une idée visuelle. C'est très important que, même si vous n'êtes pas dans leur circonscription, vous parliez à des gens que vous pouvez connaître dans leur circonscription pour que nous puissions donner cet exemple et qu'autour de cela, nous pouvons constituer des groupes de réflexion sur le futur de notre pays et surtout que cette réflexion porte à l'action et brise avec ce système de contrôle dans lequel nous sommes soumis. Pas seulement l'OTAN, pas seulement l'Union européenne qui dévoile l'Europe, mais aussi le système des partis dans notre pays, ce régime des partis, qui lui-même est un relais de cette mondialisation financière, directement ou indirectement. Alors, ailleurs, il y a ce vote, Solidarité et Progrès, ce vote des candidats de la raison du peuple, mais ailleurs. Alors, selon les chances de succès, dans leurs circonscriptions respectives, je comprends celles et ceux qui voteront pour les candidats de NUPES et les candidats du Rassemblement national, pour ne pas voter pour les candidats d'Emmanuel Macron, qui constituent le danger, pour moi, aujourd'hui le plus grand. Même de voter ainsi, même si ceux qui votent doivent parfois se boucher le nez lorsqu'ils votent. Voter ainsi, c'est éviter que l'ensemble macronien ait la majorité, ou du moins pour que sa majorité soit aussi limitée que possible. Alors, ça a été une chose soulignée par Chloé Morin, qui est experte de la Fondation Jean Jaurès, qui a dit « Si Mélenchon et Le Pen ont peu de députés, la confrontation s'organisera en dehors des institutions. » C'est une façon de parler dans ces milieux, en dehors des institutions, on va dire dans la rue. Et faute de cela, faute d'avoir quelque chose qui traite les vrais problèmes que j'ai soulignés ici, nous aurons cette confrontation dans la rue, en particulier si les partisans de Renaissance, d'Ensemble, tous ces faux noms, avaient une majorité claire et nette à l'Assemblée nationale. Mais dans ce contexte, la meilleure chose que vous pouvez faire de votre vie, ce n'est pas tant de voter de cette façon, c'est important, mais l'essentiel, l'impératif catégorique, je dirais, est de mettre vos énergies, toutes vos énergies, pour éviter que la France et le monde se défaussent. En France, en vous battant pour ce projet meilleur que nous proposons, et qui peut devenir exemplaire dans des conditions très différentes, des conditions des années précédentes, parce que les gens prennent conscience de la gravité de la situation et en tirent des conséquences beaucoup plus que leurs représentants politiques actuels. Donc, c'est très important que la raison du peuple et le projet de solidarité et progrès puissent être considérés comme des éléments, certes,
qui en nombre ne seront pas époustouflants, mais qui seront exemplaires en idées et en orientation. Et vous savez que dans les périodes de crise grave, c'est généralement une poignée d'hommes déterminés et de femmes encore davantage déterminées qui permettent de changer une situation en inspirant les autres. C'est notre pari, et c'est le pari, je pense, de cette République laïque et sociale et de ce rôle de la France dans le monde. Et dans le monde, évidemment, il y a le projet de l'Institut Schiller pour un nouveau paradigme de sécurité et de développement mutuel dans l'intérêt de chaque nation. C'est la seule façon d'amener la paix en Europe, par-delà l'Europe, et d'éviter que le monde se défasse entre un nord et un sud, ou un ouest et un est, qui serait désastreux. Donc il faut recréer un sens d'un monde gagnant-gagnant, pas contre les nations, pas contre telle ou telle nation, mais contre ce qui contrôle la vie des nations, et ces empires de la mondialisation financière et de l'oligarchie, qui se trouvent principalement à la Cité de Londres et à Wall Street, bien sûr, mais qui se trouvent également dans nos pays, qui se trouvent sous forme d'oligarques en Russie ou en Chine. Donc c'est contre cela que nous devons combattre. Et disons que leur politique, à eux, c'est une politique qui n'est pas celle du travail humain. Notre politique est celle du travail humain. La leur, c'est une politique du choix, de la confrontation, et en fin de compte de la guerre, qui risque de s'étendre de proche en proche à l'échelle du monde, et qui nous concerne donc tous, et risque, si l'on continue de cette façon, cette politique risque de nous anéantir. Alors, lorsque les mécanismes actuels ne fonctionnent plus à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, il faut en créer de nouveaux. Et c'est notre combat. De nouveaux qui soient gagnants-gagnants et qui permettent un développement mutuel. Et ce développement mutuel réel permettant, disons, d'accroître les ressources de chacun, c'est ce qui permet de fonder la paix. Et la paix, ce n'est pas produire n'importe quoi. La paix, c'est produire ce qui est nécessaire à l'essentiel d'une vie humaine. Et je l'ai dit, c'est l'agriculture, c'est l'industrie, c'est l'école, c'est l'hôpital, c'est le laboratoire, tout ce qui est créé du pouvoir vivre. Et c'est au nom de ce pouvoir vivre que nous menons notre action et que nous vous demandons de participer à nos combats qui sont pour le bien commun et pour les générations futures, pour les enfants et les petits-enfants que nous avons. Alors, avec un projet que vous enrichirez de vos idées, progressivement, mais en vous déterminant tout de suite. Mais c'est une dynamique, et une dynamique, c'est quelque chose qui toujours crée un accroissement. Et dans cette dynamique, c'est celle du commun combat. Du commun combat que nous devons mener pour, je le répète, pas pour le pouvoir d'achat, pour bien plus, le pouvoir vivre. Voilà le défi.